Xabi Alonso au Real Madrid. No team got close in this season's race for the Meisterschale, and this man Xabi Alonso, a driving force in that. Alonso is done, the German champion. A very significant breaking story. Real Madrid have made a statement announcing the appointment of Xabi Alonso. C'est l'un des bangers de ce mercato estival. Tout le monde a hâte de voir à quoi ça va ressembler. Merci Don Carlo, merci pour tes très bons et loyaux services. La Décima, c'est Ligue des Champions en pagaille et surtout cette classe que tu as fait transpirer sur le banc de ce club si prestigieux. Mais qui de mieux, sur le papier évidemment, que l'un des coachs les plus talentueux de sa génération, mais également les plus jeunes qu'on a pu voir sur le marché aujourd'hui, que Xabi Alonso, qui a fait des merveilles pour sa première expérience au solo du côté du Bayer Leverkusen. Mais a-t-il les épaules pour mettre fin à cette hégémonie du Paris Saint-Germain qui a fait tant saliver, qui a été tant apprécié et admiré, mais qui résonne avec un goût amer dans la bouche de beaucoup de clubs majeurs à travers l'Europe, le Real Madrid en premier. Xabi Alonso a-t-il les épaules, a-t-il la capacité pour faire en sorte que tout ce groupe du Real croit en son projet, épouse aussi ses convictions et les tâches qui vont avec? Pas certain. Les challenges sont nombreux et dans Call Interview, on va se plonger un petit peu dans tout ça. C'est parti les amis. Alonso is done, the German champion, Bayer Leverkusen. Xabi Alonso, aujourd'hui, il est reconnu comme un entraîneur assez prestigieux, avec énormément de potentiel et même un peu précoce par rapport à son expérience qu'on peut dire réussie, plus que réussie du côté du Bayer Leverkusen. Mais avant ça, et je vais vous en parler un tout petit peu, c'était surtout un joueur de classe internationale, peut-être même un peu sous-coté à l'époque, qui est passé par les plus grands clubs européens, notamment Liverpool ou encore le Real Madrid, sans parler du Bayern Munich. Mais ce joueur a aussi connu des entraîneurs de renommée incroyable avec lesquels il a connu les plus grands succès. Reynald Denouex, Rafa Benitez, Manuel Pellegrini, José Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ou encore Vicente Del Bosque. Et comme si tous ces grands noms ne suffisaient pas, le papa du joueur a également, après avoir été joueur international, été coach en professionnel lui aussi. On peut donc le dire, tout prédestinait Xabi Alonso à devenir entraîneur et c'est ce qu'il a fait plutôt rapidement après avoir raccroché les crampons en tant que joueur de grande qualité qu'il a été. Il a été notamment entraîneur des U13 du Real Madrid, mais c'est surtout avec la réserve de la Real Sociedad qu'il est rentré dans le vif du sujet, le bonhomme. Dès sa deuxième saison avec la Real, il va connaître une montée qui va lui permettre d'avoir une hype assez importante. Malheureusement, il redescendra en 3e division la saison suivante, mais on peut le dire, il a été doté d'un effectif un peu trop limité qui ne lui a pas permis de se maintenir en 2e division. Il va quitter le club basque en 2022 à la recherche d'un challenge un peu plus intéressant et qu'il estime d'un niveau supérieur. Ce challenge tant attendu, il va venir en provenance du Bayer Leverkusen parce qu'il y a seulement 5 points qui ont été glanés en 8 rencontres disputées, une inquiétante 17e place et un entraîneur, Gerardo Seoane, qui prend la porte. Alors, le Bayer va faire confiance à Xabi Alonso pour plusieurs raisons. Son expérience, il connaît la Bundesliga, fort d'un passage de 3 saisons, notamment du côté du Bayern Munich. Il est polyglotte, il parle allemand, mais aussi anglais, de par son passage à Liverpool et bien entendu espagnol. C'est un avantage certain dans des vestiaires aujourd'hui qui sont constitués de plein de joueurs internationaux qui viennent des 4 coins du monde. Mais il a également des préceptes qui plaisent beaucoup et là je vais vous parler de tactique, je vais vous parler de ballon parce que finalement on est quand même un peu là pour ça. Pour cette première saison du côté de la direction du Bayer, on n'avait pas forcément dans les attentes l'envie que Xabi Alonso nous propose le meilleur football et le plus beau jeu de la Bundesliga. Non, la situation était catastrophique, position de relégable. Il faut donc sortir le club de cette situation et puis on verra à tâtons au fur et à mesure de la saison. Ce qu'on peut dire, pour ne pas trop s'épancher sur cette première saison de l'Espagnol du côté du Bayer, c'est qu'elle est plutôt réussie. Il y a une belle remontada qui est réalisée en championnat avec une 6e place qui est accrochée à la fin
fin de la saison et un parcours, une épopée européenne qui va atteindre les demi-finales de la Ligue Europa. On est bien au-delà des attentes. Le club finit donc 6e et européen et a montré plutôt quelque chose de très intéressant sur la scène européenne aux yeux du monde entier. Alors, évidemment, tout le monde est dans l'attente, dans la grande impatience de voir la première saison pleine de cet entraîneur et donc a déjà promis pas mal de belles choses pour la saison à venir. Ça va être le cas pour cette deuxième saison du côté du Bayer Leverkusen et commun, main dans la main avec sa direction, ils vont réaliser ce qu'on appelle un mercato parfaitement réussi. D'abord, il y a un coup dur. Il s'appelle Moussa Diaby. C'est un peu la star de cet effectif du Bayer et il va mettre les voiles du côté d'Aston Villa. Il faut quand même avouer qu'une proposition à 55 millions d'euros pour un tel joueur du côté du Bayer, on a du mal à dire non. Avec ce beau pactole, on peut dire que le Bayer va recruter très intelligent, avec des noms qui aujourd'hui, avec le recul, permettent de dire que c'était quand même bien vu. Nathan Teya, Victor Boniface, Jonas Hoffman, Grimaldo et le gros coup, Granit Xhaka. L'ancien Gunner, à l'époque, il n'est plus tellement en odeur de sainteté du côté d'Arsenal, même si ses qualités footballistiques, elles sont quand même bien présentes. C'est un régista, comme Xabi Alonso à son époque sur les terrains, et donc c'est un poste qu'il connaît très bien. Il a un parfait mentor pour monter en gamme, le Granit Xhaka. Le système préférentiel de Xabi Alonso, c'est le fameux 3-4-2-1, dans lequel Granit Xhaka va avoir un rôle prépondérant. C'est simple, il est constitué d'abord ce système de 3 défenseurs plutôt solides, des rocks qui sont capables d'assurer des relances propres, notamment en passant par ce double pivot qui est composé à l'époque de Granit Xhaka et de Palacios. Ces deux joueurs font partie des bases de la structure mise en place par Xabi Alonso et qui doivent absolument être performants pour que le collectif puisse être meilleur derrière. Pas loin de ces deux joueurs importants dans le schéma de Xabi Alonso, il y a les deux pistons qui sont eux tout aussi primordiaux dans le schéma mis en place par l'entraîneur espagnol. Ils ont des rôles qui peuvent varier, un peu à l'instar de ce que peut proposer Pep Guardiola du côté de Manchester City. Ces deux pistons-là peuvent d'abord déborder sur un terrain, prendre la profondeur, offrir des centres et voire même aller marquer. Dans ce cas, ce sera le duo du milieu de terrain dont je vous ai parlé, à savoir Granit Xhaka et Palacios qui vont venir combler les efforts offensifs des deux joueurs que sont Frimpong et Grimaldo à l'époque. Mais il y a d'autres variantes qui peuvent être proposées, comme le fait que ces deux pistons rentrent à l'intérieur, constituent un milieu de terrain encore plus dense, avec plus de solutions, un peu comme le faisait Guardiola avec Zinchenko ou encore Kyle Walker quand il est forcé à revenir dans l'axe. Mais ce n'est pas que ça. Ces deux joueurs-là, ils doivent aussi alimenter le trio de devant, ce 2-1 composé de Wirtz, qui est un ancien numéro 10 à l'ancienne comme on dit, mais qui a cette capacité technique dans la vision de jeu, dans la vista, à se placer un peu entre les lignes pour être trouvé par ses partenaires et faire de grandes différences de par sa qualité et son aisance technique. Il y a également Hoffman et Boniface qui sont là pour épauler Wirtz dans ce dernier tiers du terrain et être aussi présents à la conclusion. Voilà, globalement, c'était à ça que ressemblait l'animation de Xabi Alonso, mais elle est un peu plus complexe que ça quand même. Ce triangle d'attaque, il est tout aussi important avec que sans le ballon, un peu à l'instar de ce qu'on a pu voir cet été. Je dispose comme ça des indices comme ça, vous me direz si vous les reconnaissez. Mais ce trio d'attaquants, il doit effectuer un contre-pressing très important pour mettre l'adversaire dans les pires conditions pour sa relance et également favoriser la récupération du ballon de la part du reste du collectif. C'est simple en réalité. Si vous regardez, c'est un petit peu un mélange, toute proportion gardée, de ce que pouvait faire Cruyff avec son football total, mais également Pep Guardiola avec son jeu de possession. On peut se rapprocher aussi dans la comparaison de ce qu'on avait l'habitude de voir avec l'Espagne qui a tout raflé en Europe et avec cette Coupe du Monde. Mais toute proportion gardée quand même. En tout cas, ce Bayer Leverkusen, dans l'idée, c'est quand même 60% de possession de balle et aussi 90% de passes réussies. Et la clé, vraiment, l'élément qu'il ne veut absolument pas lâcher, Xabi Alonso, dans son jeu et dans ses mises en place, c'est le mouvement permanent. Maintenant, vous reprenez tous les éléments que je vous ai dit, vous les transposez sur ce Paris Saint-Germain qu'on a pu voir dans cette deuxième partie de saison. Et vous avez un petit peu les éléments qui font que cette équipe du Bayern sous les ordres de Xabi Alonso a été plus qu'impressionnante.
Les résultats suivent toujours quand les talents sont mis au profit du collectif avec une mentalité travailleuse et gérée de manière intelligente. Toute cette coordination mène souvent à de bons résultats. C'est un peu ce qu'on a vu encore une fois du côté du Paris Saint-Germain cette saison. Pour ce club, le Bayern qui était considéré comme un loser éternel, il y a cette Bundesliga qui est remportée devant le Bayern Munich avec un jeu très excitant. Et puis il y a en plus cette capacité à rester invaincu sur toute cette saison du côté de la Bundesliga. Ça c'est complètement fou. 53 matchs disputés, 43 victoires, 9 nuls pour 0 défaite. Et sur la saison, la seule défaite, elle va être concédée en finale de l'Europa League face à Bergame. 3-0 quand même, elle était salée. Mais bref, c'est une super performance de la part de Xabi Alonso pour sa première saison pleine avec un club de premier ordre, du premier niveau, du top niveau même, et forcément ça donne envie. Sur la saison qui va suivre, les résultats ne sont pas aussi flamboyants, il y a des hauts et des bas dans cette saison qui est un petit peu en dents de scie en termes de performance, mais tout de même on a toujours droit à ce jeu excitant. Regardez les matchs du Bayern de la saison, vous allez forcément prendre du plaisir dans un sens ou dans l'autre, et en plus de ça il y a quand même une seconde place qui est obtenue, une place de dauphin derrière ce Bayern Munich qui avait tout pour revenir affamé et récupérer son trône sur la Bundesliga. Alors, de l'autre côté, à 1500 km de là, il y a au cœur de Madrid une équipe du Real Madrid qui sous-performe, emmenée par Carlo Ancelotti, qui semble être à bout de souffle, qu'il faudra très certainement renouveler. Alors Florentino Pérez décide de prendre des décisions fortes. Au revoir Carlo et bienvenue à ce nouveau talent des coachs européens qui est bien connu du côté des merengues de la Maison Blanche. Xabi Alonso du côté du Real Madrid, ça semblait écrit, annoncé, donc on n'est pas tellement surpris. Par contre, est-ce que ce moment, ce timing est vraiment idéal pour que ce mariage-là fonctionne en tout point? Parlons déjà de l'esprit, de la mentalité. Oui, Xabi Alonso prône un jeu séduisant, spectaculaire, c'est tout ce qu'on aime du côté du Santiago Bernabéu, avec forcément une envie de marquer des buts, et c'est très loin de ce qu'on a pu voir de manière collective, je ne parle pas de cas individuels, de manière collective du Real Madrid de Carlo Ancelotti cette saison. Le Bernabéu a été un petit peu frustré. On va pas commencer à parler de tous les classicos, mais c'est pas grave. On va continuer avec l'aspect tactique. On voit mal la direction du Real Madrid aller chercher un nouveau coach novateur avec des idées très intéressantes, un jeu spectaculaire qui a fait sa renommée à travers l'Europe et lui imposer un dispositif qui ne colle pas au sien. Mais quand même, le Real Madrid depuis plusieurs années évolue en 4-3-3, en 4-2-3-1 ou en 4-4-2, appelez-le comme vous voulez. Mais on est loin du 3-4-2-1 mis en place par Xabi Alonso du côté de la Bundesliga. Alors que faire? Est-ce qu'on va empêcher de lui faire? Non, je ne pense pas. Il aura, je pense, les quartiers libres, les décisions, le plein pouvoir pour prendre ses décisions tactiques. Mais est-ce qu'il a les hommes pour le faire? C'est là que le bas blesse à mon avis. Alors, essayons de reconstituer ce fameux 3-4-2-1 avec les hommes et les éléments qu'on a pour le Real Madrid à partir de cette saison, mais également pour la saison prochaine. Les trois costauds de derrière, ça pourrait être Militao, Alaba et Rudiger. Le problème, c'est qu'aucun des trois n'apporte de garantie aujourd'hui au moment de faire le bilan. Rudiger a fait une saison en dents de scie avec des performances inquiétantes parfois, pas au niveau, et même un état d'esprit fortement inquiétant. Rappelez-vous du pétage de plomb contre l'arbitre dans cette fin de saison. Pour Alaba et Militao, on est plus sur des soucis physiques qui ont empêché les deux joueurs de retrouver le niveau attendu et leur performance d'antan. Militao n'a jamais été en mesure de revenir et Alaba a même été très inquiétant par ses performances. Rappelez-vous, face à Arsenal ou encore face au FC Barcelone, jamais capable de revenir au top dans les grandes affiches, et c'est évidemment ce qu'on attend du côté du Real Madrid. Le joueur qui a réussi à tirer son épingle du jeu sur cette saison, c'est la pépite Asensio, à voir s'il sera capable avec ce nouveau coach, avec potentiellement un nouveau schéma de jeu et aussi des nouveaux coéquipiers pour l'épauler en charnière centrale ou dans cette défense à 3. Il y a la nouvelle recrue, Dino Hussein, qui peut potentiellement aussi répondre aux attentes tout de suite et être performant pour le Real Madrid. C'est un pari quand même un petit peu risqué. À voir. En termes de piston, on a l'arrivée de Trent Alexander-Arnold. Lui, c'est le joueur parfait pour ce poste et même ses défauts sont adaptés. C'est un joueur, rappelons-le, avec une patte exceptionnelle, une qualité de passe incroyable pour descendre, pour des frappes et aussi une sensibilité au jeu, capable d'évoluer au milieu de terrain. Il l'a prouvé à maintes reprises avec Liverpool. Donc, ce poste de piston
à l'utilisation multiple, aux variantes incroyables, est parfaitement adapté pour lui et même défensivement, ce qui est, on va dire, sa petite faille, son défaut principal. Il peut être épaulé par les 3 défenseurs centraux qui vont être derrière lui et donc une défense particulièrement bien installée, costaud, si ça fonctionne. De l'autre côté, faudra voir avec les recrues, notamment on parlait de Alvaro Carreras. Est-ce qu'il pourra être opérationnel pour cette saison et ce poste-là d'entrée? Mais il y a aussi d'autres possibilités. On peut parler de Vasquez qui est très bon dans ce rôle-là et qui pourrait même être moins mis à défaut que s'il évolue en latéral un peu plus bas sur le terrain. Il y a donc plein de choses possibles pour le Real Madrid et un recrutement encore qui peut être fait sur cet été, à voir si Xabi Alonso décide d'évoluer avec les joueurs qu'il a déjà à sa disposition. Passons au milieu de terrain. Là, ça risque d'être un peu plus complexe. Je vous l'ai dit, au-delà du poste de piston, qui est très important, il y a ce cœur du milieu de terrain. Et là encore, là où Granit Xhaka ou Palacios pouvaient être très efficaces, du côté du Real Madrid, on a du mal à identifier vraiment les meilleurs noms pour être alignés. Si on fait la liste, évidemment, Jude Bellingham pourrait reculer d'un cran par rapport au rôle qu'il a eu l'habitude de tenir depuis son arrivée à Madrid et revenir au poste qu'il a fait connaître du côté de Dortmund ou même de Birmingham avec un statut entre guillemets de régista mais quand même avec des facultés un peu plus offensives. C'est la première chose qu'on peut retenir, faisable mais à combler. Qui pour l'épauler? Camavinga? Pas assez convaincant jusqu'ici même s'il a montré de belles choses, pas assez convaincant sous les ordres de Carlo Ancelotti notamment. Tchouaméni, là encore, on a encore beaucoup de questions. Est-ce qu'il est capable de le faire? En tout cas, dans le profil défensif, un peu plus défensif que Bellingham, ce serait peut-être intéressant, tout comme Camavinga. Mais ces deux Français n'ont pas réussi à s'installer durablement dans le 11 du Real Madrid. Et très honnêtement, on a du mal à penser que Xabi Alonso va d'entrée leur faire confiance. Et même si une saison est très longue, qu'un coach et un rapport est complètement différent de l'un à l'autre, pour l'instant, on n'a pas les cartes en main pour se dire que c'est la solution idoine. Alors, Federico Valverde, qui lui s'est montré comme étant un joueur régulier, très performant au milieu de terrain ou même en poste pour dépanner de latéral, il est sensiblement le meilleur joueur aligné aux côtés de Bellingham. Est-ce que cet équilibre, il est suffisamment solide? Bellingham est quand même devenu un joueur relativement offensif. Il va continuer à être porté vers l'avant, notamment lors des grosses rencontres du Real Madrid où il y aura besoin de soutien et d'animation offensive. Surtout quand on connaît les défauts des joueurs de devant, mais on va y venir. Est-ce que Valverde est suffisamment bon pour combler ces départs et ces mouvements de notre ami Bellingham? Je suis pas hyper convaincu de ça. Il a énormément de qualité. C'est un joueur que j'adore, qui est pétri de talent, mais qui pour moi a quand même un côté un peu rassurant dans un milieu à 3 avec des joueurs qui sont capables de cadrer un petit peu, même s'il a un volume de jeu, une endurance, une stamina comme on dit, qui est très impressionnante. Il sait faire les efforts à répétition. Il est de plus en plus quand même un joueur qui est capable d'être porté vers l'avant et faire des différences. Et ce serait dommage de ne pas l'avoir dans ce secteur. Mais il faut qu'on parle des postes de devant également. Pour les postes offensifs, cette saison pourrait être un petit peu celle de rêve pour Rodrigo. Le joueur a souvent été cantonné à un rôle sur le côté de dynamiteur de défense, mais avec sa qualité technique, il pourrait potentiellement être un des joueurs qui postule à cette place de numéro 10 qui était initialement occupée par Wirtz, notamment du côté du Bayer Leverkusen, dans les schémas, les mises en place de Xabi Alonso. Mais d'autres joueurs peuvent postuler et peuvent prétendre à une place. Déjà, faisons le point sur Rodrigo, qui est plus attendu en partance. Au vu de la fin de saison, il a été mis sur le banc, il a été un peu ménagé. Il y a pas mal de choses, d'éléments, de rumeurs qui viennent mettre un petit peu le doute dans l'avenir de ce joueur et pas mal de sollicitations. On parle de Manchester City, du Paris Saint-Germain, d'Arsenal et même du Bayern Munich pour potentiellement accueillir le joueur qui verrait pas d'un mauvais œil un départ du Real Madrid à condition que le discours match avec ses attentes ou pas, il pourrait rester s'il est convaincu qu'il aura un rôle prépondérant dans cet effectif. À voir. En tout cas, pour ce poste-là, il y a également Jude Bellingham qui pourrait être très intéressant avec une capacité à pousser les actions jusqu'au bout, une vista, une qualité de passe qui est pour moi un peu supérieure à celle de Rodrigo notamment, qui je trouve est meilleure sur un rôle dédié. À voir, en tout cas, il y a des joueurs qui postulent, mais si Bellingham est un peu plus haut, qui pourrait épauler Valverde un cran en dessous dont je viens de vous parler, potentiellement Camavinga ou Tchouaméni, ça pourrait le faire. C'est une idée qui, dans mon esprit, pourrait le faire. À voir. Mais ça veut dire quand même qu'on manque un peu de vitesse. Avec notre ami Bellingham, c'est pas son point fort d'être rapide, de dynamiter une défense. Il sait faire des différences, mais pas sur cet aspect-là. Alors il pourrait être épaulé par celui qu'on attend tous, Vinicius, évidemment.
le joueur est pétri de talent, sait tout faire. Est-ce qu'il est assez collectif, assez bon dans la vista, dans la dernière passe pour occuper ce poste? Je pense que oui, qu'il a toutes les qualités. Maintenant, tout va se jouer dans la tête. Est-ce qu'il va être en mesure, psychologiquement, en termes d'ego, en termes d'attitude, de prestige, de statut, de se mettre, entre guillemets, au service de Mbappé? C'est à voir. Il a tendance à vouloir marquer des buts plus qu'à vouloir les donner, même s'il est très bon en passe décisive. Il faudra voir si sur une saison, ça peut tenir. Et puis, il y a la question du Bondinois. Le numéro 9, c'est quasi sûr. Il plantera des buts. Il l'a encore fait cette saison, mais on en veut quand même un peu plus de la part de Kylian Mbappé. On veut qu'il participe au jeu. Est-ce que Xabi Alonso va être en mesure de le faire être un peu plus important, de le réintégrer dans l'expression collective de ce Real Madrid? Ça va faire partie des gros chantiers parce qu'évidemment, on en attend plus de notre attaquant français qui est capable de faire énormément de choses, bien plus que simplement marquer une trentaine de buts par saison. Pour ce trio d'attaque, et c'est pour ça également que je mets pas mal de bémols sur la présence de Bellingham, c'est qu'il faut assurer le contre-pressing, avoir un coffre assez important et une intensité de tous les instants. Ça fait partie des qualités que pourraient physiquement, et je dis bien physiquement, avoir des joueurs comme Vinicius ou comme Kylian Mbappé et même Rodrigo. Mais est-ce que dans l'état d'esprit, on y est? Rodrigo, oui, s'il est amené à rester du Real Madrid, il sait faire ça, il l'a prouvé à maintes reprises. Vinicius, sur la durée, est-ce qu'il sait faire ça pendant 90 minutes ? Pas sûr. Est-ce que Mbappé est le genre de joueur qu'on pourrait voir faire un sprint comme l'a fait Kvara sur notre ami Dumfries en finale de la Ligue des Champions? Là encore, pas sûr. Remémorez-vous les amis les images de ce trio offensif du Paris Saint-Germain avec des têtes baissées pour Dembélé qui était capable d'aller presser le gardien sans se poser de questions et même les deux défenseurs centraux, tête baissée, multiplier les efforts sans la moindre hésitation. Vous voyez Kylian Mbappé faire ça? J'ai un doute. Pareil pour Vinicius, est-ce que vous le verrez revenir à toute berzingue après avoir perdu un ballon comme Kvaratskhelia a pu le faire ou encore comme Désiré Doué a pu gratter des ballons à maintes reprises sur cette saison? Là encore, j'ai du mal à le croire. Pourtant, ça fait partie des âmes très très intéressantes, très importantes que veut amener Xabi Alonso dans cet effectif et c'est là qu'il va y avoir un problème. Parce que sur le papier, oui, il y a tout pour que Xabi Alonso brille avec cette équipe. Sauf que le football, c'est pas FIFA. Il suffit pas de mettre des noms avec des statistiques, des caractéristiques importantes pour que ça matche. Loin de là. Il y a une harmonie, il y a faire croire toute une équipe à un projet et faire en sorte que les caractéristiques des joueurs alignés matchent avec les attentes de ce coach. Ça a été le point fort de Carlo Ancelotti. Savoir manager des hommes. Ça a été encore un point d'interrogation pour les performances de Xabi Alonso. Quand on est du côté du Bayer Leverkusen, les égos sont bien moindres comparés à ceux du Real Madrid. Est-ce qu'il saura le faire? En tout cas, ça fait partie des clés du succès. Quasiment tous les entraîneurs qui ont connu les succès attendus avec le Real Madrid, et je mets José Mourinho de côté parce qu'il n'a pas eu cette fameuse Ligue des Champions tant attendue, eh bien, ils ont su manager des hommes et les faire croire à un projet, s'adapter à leur personnalité. Et ça a été les éléments clés. Non, Carlo Ancelotti n'est pas que ça, mais il en est très capable et il est très fort dans ce domaine. C'est également le cas de Zizou qui a été capable de manager des hommes pour les tirer le plus haut possible et les faire sortir la meilleure version d'eux. Est-ce que Xabi Alonso en est capable? C'est à voir. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais on n'a encore jamais vu ça. Il y a l'aspect tactique dont on a parlé, les dispositifs, les attentes sur le terrain, les mentalités, bref, les valeurs de jeu prônées par le coach. Est-ce qu'elles seront en adéquation avec ce qui est mis en place du côté du Real Madrid par rapport à cet effectif présent? Je me pose la question. Mais est-ce qu'il aura le temps de composer un effectif sur les saisons, de construire quelque chose dans la durée? Parce qu'au Real Madrid, être un jeune coach avec si peu d'expérience finalement, même s'il en a, même s'il a montré son talent, et ne pas avoir des résultats immédiats quand on a une mentalité et une philosophie à inculquer à des joueurs et à faire rentrer à des joueurs qui sont aux antipodes de cette philosophie-là. On l'a vu avec Luis Enrique et Kylian Mbappé. Jamais Kylian Mbappé a été capable de répondre aux attentes de Luis Enrique sur ses jeux de position et sur cette attitude, cette mentalité à adopter. Est-ce que ce sera le cas au Real Madrid? Franchement, j'en doute. Je ne pense pas que le joueur changera et se reniera à ce point, surtout sur la durée. Ponctuellement, peut-être, sur la durée, j'ai du mal à y croire. Mais on est loin de parler uniquement de Mbappé. Je pense à Vinicius, je pense à plein d'autres joueurs qui, pour moi, n'ont pas les caractéristiques pour répondre à ce que veut mettre en place et à ce qu'a toujours mis en place Xabi Alonso. Mais quand, en plus de ça,
On vient dans un club avec une surmédiatisation, des attentes qui sont plus qu'élevées, avec une victoire qui est la seule option possible envisagée à chaque match, et qu'on a autant de travail à faire sur la durée. Est-ce qu'être un si jeune coach avec si peu d'expérience, c'est la meilleure caractéristique, les meilleures conditions, le meilleur timing pour venir au Real Madrid? J'ai du mal à y croire. La presse madrilène, les fans madrilènes vont très vite demander la tête de Xabi Alonso si les résultats ne sont pas présents d'entrée. On l'a vu, même des entraîneurs, des joueurs qui avaient réalisé les plus grandes choses, avaient un statut de joueur confirmé et affirmé, n'ont pas été épargnés par les critiques, les sifflets et la demande de leur tête par le public madrilène qui est capable d'être très exigeant. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce que vous voyez pour ce Real Madrid version 2025-2026 avec Xabi Alonso à la tête de ce club-là? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes de mon avis ou d'un autre? J'ai hâte de lire vos commentaires. On se retrouve très vite juste en dessous de cette vidéo et pour une nouvelle interview très prochainement sur Call Interview, les amis. Ciao.